Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, notamment petit 1. Est-ce que ça serait pas la panique chez Bybit avec des énormes retraits, quasiment la totalité des bitcoins qui ont été retirés de Bybit? Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Donc du coup on va ici tirer un petit peu le pour, du contre, etc. Aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Deuxième chose, on va reparler bien sûr des ETF spot, on a pas mal de deadlines qui arrivent en fait la semaine prochaine concernant les ETF spot. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail là-dessus, et puis comme d'habitude l'analyse technique et de liquidité sur Bitcoin. Ici, Bitcoin, on a eu le mouvement qu'on cherchait. Pour personnellement, moi, mon TP max est légèrement au-dessus, à 28,5. Toute la position est dérisquée, largement en profit. Et avec un runner à 32, donc pas grand-chose à dire de ce côté-là. Le support qui est ici a tenu. On a vraiment donné raison ici à cette boîte de liquidité. On va aujourd'hui, quand on va faire toute la partie liquidité et sentiment, aller décaler un petit peu les boîtes, voir qui est rentré sur du long sur ce mouvement, qui a quand même pris du temps à être fait. Il s'est fait rapidement, mais derrière, il y a eu plusieurs heures de latéralisation. Quand on regarde là, 4 heures, on donne la chance ici sur cette latéralisation à pas mal de monde de rentrer également. On va dire qu'en 15 minutes, la structure est plutôt bullish. On n'a pas eu ce drop, ce pump and dump, on va dire, c'est-à-dire on attaque tout de suite les liquidités et on redescend en dessous. On est plutôt en train d'accumuler du stop shorter pour le moment et de liquider du stop longer, donc ça c'est plutôt encourageant. On a la cassure de cette trend qui peut soit nous appeler à effectivement un mouvement plus impulsif vers le haut, soit tout simplement un range ici dans la zone. Pour le moment, on va bien évidemment surveiller que ce support-là tient. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on revient plus bas, c'est-à-dire 26,8. Le momentum reste bullish en ce moment, c'est ce qu'on avait identifié aussi avec des plus bas de RSI, etc. Toutes ces choses-là, je vais pas vous faire l'analyse de momentum ici, mais bon, ça reste une jolie news, donc du coup, on est toujours dans le momentum entre guillemets de cette news-là, donc du coup, le fait que la SEC va devoir faire un review de la proposition d'ETF de Grayscale, qui est le plus gros holder de BTC au monde, je vous le rappelle. Total 3. Alors, Total 3, on va revenir ici en daily, ça n'a pas tellement pulsé sur les alts, on a eu un petit rebond quand même. Pour le moment, on reste un petit peu en dessous de cette trend-là. C'est ça qui doit casser si jamais on veut avoir une réaction, éventuellement remonter aux 400 milliards de dollars de market cap sur les altcoins, toutes les altcoins, excepté Ethereum et Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, on dévisse un petit peu, étant donné qu'Ethereum prend énormément de momentum. Pour le moment, on tient le petit support qui est ici. Voilà, cette accumulation-là, pour le moment, semble perdue. En tout cas, normal, j'ai envie de dire. On a quand même une news qui concerne BTC, qui est plutôt endogène à BTC qu'à Ethereum. Suivez bien Ethereum parce que on risque d'avoir des demandes de TF spot sur Ethereum assez rapidement, et elles seraient de facto plus ou moins quand même acceptées. Ou en tout cas, on a vu des choses qui nous disaient que, effectivement, d'une certaine manière, en ce moment, on pourrait considérer Ethereum comme une security. En tout cas, elle n'a jamais été attaquée. Là où, quand il y a eu des attaques sur Coinbase, etc., ça a été sur une liste d'autres assets, et Ethereum n'a jamais été cité comme une security dans tout ça. Donc surveillez bien Ethereum, ça peut être l'opportunité, peut-être pas l'opportunité d'une vie, mais en tout cas une très très belle opportunité de rebond sur Ether, dont également la structure est plutôt bullish. Il est quand même revenu tester, on va dire, le bas de range précédent ici, si on considère que ça c'était plus ou moins une déviation. Personnellement, je m'attends plutôt à un retest des 1008 ici, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de la liquidité, bien évidemment. La stablecoin dominance, peut-être qu'on a des choses intéressantes qui se sont dessinées dessus. Vous savez que j'aime beaucoup analyser la stablecoin dominance. Ça me donne vraiment une tendance de marché que je trouve intéressante. Pour le moment, on peut voir éventuellement un range, et j'aurais envie de dire entre on va le mettre comme ça, entre cette borne là et cette borne là. À ce stade, voilà ce qu'on pourrait dire. Ça casse en haut, ça veut dire qu'on se fait démonter par un gros bear market à nouveau, et une grosse structure d'accumulation plus bas ou dans la zone, et puis ça casse en bas, ça veut dire retour, ça retourne en bas plutôt, puisque la borne basse elle est ici, ça veut dire retour aux 32 000 sur BTC et autres altcoins, etc. Retour potentiellement aux 400 milliards sur le reste des altcoins. Si la stablecoin dominance baisse, les cryptos montent, bien évidemment, vous l'aurez compris.
Voilà, on va pas faire la bourse aujourd'hui, on va revenir sur les petites time frames plus tard. On a parlé hier des poussées de Grayscale BTC, c'est normal, et du IBLC également, donc l'ETF blockchain de BlackRock. On va maintenant aborder le fondamental et les sujets. On va commencer par Bybit. Alors Bybit, en fait, ce qui me met la puce à l'oreille ici sur Bybit, c'est que on a eu des gros retraits de Bitcoin qui sont passés sur Bybit. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre et vous allez le voir quand on va faire le reste des news. C'est que déjà énormément de Bitcoin sont sortis effectivement de Bybit. Vous le voyez ici, on a 5000 BTC qui sortent hier, encore 5000 BTC qui sortent hier. Vous le voyez de Bybit vers Unknown Wallet, 6000 BTC derrière. Et puis on en avait eu également le 28, vous le voyez, 5000 BTC encore, etc. Donc ça correspond à peu près, toute proportion gardée, à peu près 30 000 BTC. Bybit est un exchange sûr, en tout cas, il est audité, vous le voyez ici, tous les 2 mois, et il y a une preuve de réserve qui est faite chez Bybit. Donc quand on va regarder le détail, ça va vous afficher ceci. On voit que quelle était en fait la somme des BTC qu'avait Bybit au 14 août, du coup, 36 000 BTC. Donc là, on regarde, on se dit, 32 000, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Donc soit Bybit est en train de se faire hacker, dropper, etc. Soit c'est totalement la panique chez Bybit. Soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Dans l'audit de Bybit, il vous donne les adresses BTC sur lesquelles ils ont effectivement leur réserve. Vous avez ici 4 adresses qui sont données dans cet audit-là. Quand vous allez voir ces 4 adresses sur BitInfoChart ou n'importe quel scanner de blockchain, effectivement, il n'y a plus rien sur la première adresse, c'est-à-dire la première qui est citée dans le Excel. Sur la deuxième adresse, il n'y a plus rien non plus. Vous voyez, retrait massif ici, et effectivement, il n'y a plus rien. Et c'est la deuxième adresse ici où vous voyez le retrait de 32 000 BTC dont on parle dernièrement. Vous le voyez ici, voilà, 15, 31, 32. Troisième adresse, eh ben il reste 2000 BTC, ok, ça colle. Quatrième adresse, eh bien il reste 2000 BTC, ça colle plus ou moins, on avait 36 000, on a enlevé 32 000, il reste 4000 BTC chez Bybit. Où sont passés ces BTC? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. On peut se dire, c'est pas possible qu'ils aient fait une vente OTC de la totalité de leur BTC, c'est pas vraiment possible. Donc vous pouvez cliquer ici sur BitInfoChart sur Bybit Cold Wallet, et là vous allez afficher effectivement, excusez-moi, vous allez afficher ici la totalité de ces adresses qui appartiennent à Bybit de fait, qui ont été auditées et qui ont été scannées par BitInfoChart comme effectivement appartenant à Bybit. Et là vous voyez effectivement cet énorme drop là, qui tout simplement drop la totalité des adresses de Bybit. Donc la question qu'on peut se poser, si on revient ici sur les transactions, c'est tout simplement quand vous cliquez ici sur une transaction, et là c'est plutôt de la méthode, je vous apprends un petit peu à aller scanner ces choses-là, etc. et à regarder toutes ces choses-là. Quand vous cliquez sur la transaction, ça va vous donner l'adresse sur laquelle a été envoyée cette transaction, et quand vous arrivez sur l'adresse où a été envoyée cette transaction, vous avez effectivement 32 600 BTC, qui à partir du 25 août, semble être une adresse qui a été créée à ce moment-là, et à partir du 26 août, récupère en fait ces 32 000 BTC. Donc, à partir de là, 2 options. Soit effectivement, Bybit est totalement en panique et s'est fait hacker, soit c'est tout simplement un changement d'adresse par sécurité. De temps en temps, pour changer les clés, tout simplement, les exchanges font ce type de changement, c'est-à-dire on part ici d'une adresse parce qu'on considère qu'on l'a utilisé suffisamment de temps et on passe sur une autre adresse. À mon avis, c'est le cas. Donc j'ai envoyé, puisque vous le savez, nous on est partenaire avec Bybit, enfin on a des affiliations avec eux, etc. Donc moi je m'inquiète bien évidemment pour mes affiliés, etc. J'ai envoyé un mail à Bybit pour leur demander si cette adresse leur appartenait bien. J'ai pas eu de réponse, vous en doutez à ce moment. Pour le moment, c'est difficile pour entre guillemets une personne qui s'occupe juste des affiliations chez Bybit de réellement donner ce type d'informations. Il faudrait attendre théoriquement 2 mois pour voir si effectivement cette adresse appartient à Bybit, puisque ça sera un mois et demi, ça sera dans un mois et demi que Bybit sera audité à nouveau. Et pour le moment, on sait pas trop où sont passés ces BTC. À mon avis, sincèrement, c'est juste effectivement un changement d'adresse de sécurité. Ça fausse un peu les données on-chain parce qu'on a l'impression que 30 000 BTC sortent des exchanges, donc je pense ici qu'on aura éventuellement un démenti ou le fait que Bybit estampille effectivement cette adresse comme leur appartenant en effet.
Ça vous montre aussi un petit peu la méthode. Je vais voir les proof of reserve, je vais voir derrière les adresses sur les wallets, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous devez théoriquement pouvoir faire rapidement parce que tout simplement, vous devez pouvoir vous dérisquer si jamais c'était le cas que effectivement sur donc le 28-29 août, vous voyez qu'il y a énormément de retraits qui ont été faits. La chose suivante aussi, c'est dans tous les cas, vous n'êtes pas sûr que cette adresse appartienne à Bybit et j'ai beau dire que Bybit est sûr depuis extrêmement longtemps, chat échaudé craint l'eau froide. Donc moi personnellement ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même réparti un petit peu de mon risque, à savoir j'avais des assets en attente sur Bybit en achat au spot et je les ai balancés sur mon ledger tout simplement au cas où on est effectivement à un énorme flow ou même un mouvement de panique et que derrière Bybit vienne nous dire bon bah c'est bon voilà on ne sait jamais ici. Donc personnellement j'ai réparti une petite partie de mon risque, excusez-moi. Donc encore une fois, voilà, c'est pas du FUD, c'est probablement rien, mais bien évidemment, moi j'ai toujours dit si je peux ici me défausser, etc. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai pris quelques gros assets que j'avais sur le spot, je les ai balancés sur mon ledger, comme ça au moins je dors tranquille. Les autres news. N'hésitez pas également à mettre un like déjà parce que je l'ai pas dit, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai vu aujourd'hui que j'avais eu une grosse donation en BTC sur l'adresse, donc merci à la personne elle s'est pas manifestée en plus à côté, donc c'est vraiment super sympa. Merci à la personne, peut-être un call de trade qu'elle aurait pris ou ce genre de choses, et elle a envoyé un petit merci derrière. Et franchement c'est plutôt conséquent, donc je la remercie vraiment beaucoup. Je sais pas qui c'est, si manifeste-toi si jamais tu m'entends ici. Mais en tout cas, vraiment un grand merci. Ensuite, ici, pas grand-chose sur le Wall Street Journal. J'en profitais également pour vous dire éventuellement, c'est la copie conforme sur Odyssey du crypto signal du YouTube. Mais si un jour on venait à disparaître, c'est-à-dire qu'un jour YouTube venait à censurer, puisque en ce moment il y a de la censure un petit peu sur les channels crypto, vous nous retrouverez sur Odyssey. 52 abonnés pour le moment, c'est pas grand-chose, mais au moins ça vous permet à chaque fois de voir que effectivement c'est quelque chose qui est possible. Ici, on voit un inflow de 30 000 BTC. Et effectivement, ça s'est passé plutôt sur Coinbase, où du coup on a eu des gens qui savaient potentiellement que Grayscale allait gagner, puisque ça pouvait être n'importe quel mardi ou jeudi, hein, je vous l'avais dit, la cour pouvait rendre ses conclusions le mardi et le jeudi de chaque semaine, et ben pour le coup ça a été mardi hier, mais il y avait des gens qui étaient au courant ici, et vous le voyez, 30 000 BTC, donc ça fait quand même un petit peu d'argent, à savoir, on pourrait le savoir assez facilement en regardant ici, et bien ça fait à peu près quasiment $1 milliard qui tout simplement sont rentrés avant. Donc il y a toujours des insiders, bravo à eux, ils avaient les bons numéros de téléphone, les bons contacts, ils allaient au golf avec les bonnes personnes, j'ai envie de dire, donc du coup voilà, bravo. Ensuite, rien du tout ici sur Finbold, pas grand chose non plus sur nos amis de c'était Finbold pour le coup. Ici on reparle encore des ETF. Ici, alors voilà, on va rentrer sur l'idée que la semaine prochaine, on a beaucoup de deadlines de la part de la SEC, c'est-à-dire que, vous le voyez ici, on a ARK qui a déjà été repoussé, vous le voyez ici, et qui va, du coup, deuxième deadline, 13 août, ça a été repoussé, troisième deadline, 11 novembre, donc ARK, ils ont été remis un petit peu de côté, et on a ici, en deadline suivante, octobre, ici, pardon, tac, oui, tout ce qui est en septembre, la première deadline ici qui va arriver sur iShares, donc du coup là il s'agit de BlackRock, Bitwise, en gros le 1er et le 2, entre le 1er et le 4 en fait, c'est-à-dire 31 août à partir de après-demain jusqu'à finalement quasiment la fin de la semaine, vous allez avoir tous ces ETF là qui vont avoir leur first deadline, c'est-à-dire que la SEC peut repousser. J'ai fait un tweet là-dessus, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre également sur Twitter, le lien est en description de la vidéo, j'ai fait un tweet là-dessus. Moi, mon avis, c'est que tout va être repoussé la semaine prochaine. Maintenant, on n'est pas à l'abri du fait que BlackRock, par exemple, soit accepté dès la première review. Hein. Vous avez vu qu'ils avaient déjà demandé plus de précision, notamment quel était l'exchange qui allait faire les due diligence, enfin toutes les choses de vérification, et c'est Coinbase en l'occurrence. Effectivement, on voit que la semaine prochaine, ça risque de bouger, soit vers le haut, soit vers le bas. Bien évidemment, s'il y a refus, ça risque de repousser un petit peu le prix en bas. Enfin, refus, je parle d'un délai. Délai, vous voyez que la deuxième deadline ensuite, ça sera plutôt octobre.
Personnellement, je pense qu'il n'y aura rien avant 2024. C'est mon avis. C'est peut-être une connerie de penser que c'est le cas, mais je vois pas comment Gary Gensler pourrait perdre la face comme ça tout d'un coup, sauf si effectivement il a un petit coup de... On lui tape sur l'épaule en lui disant écoute Gary, là vraiment il va falloir que tu acceptes tout ça parce que tu te fais défoncer sur tous les procès que tu fais, voilà. Alors est-ce qu'ils vont faire appel également de la décision, puisque c'est une possibilité, hein, que la SEC fasse appel de la décision qui a été donnée sur Grayscale. Là on parle de ce qui a été vu hier, c'est-à-dire qu'il pourrait demander ici un délai sur la décision par rapport, encore une fois, à l'ETF de Grayscale. Il pourrait aussi dire on est OK, on approuve, enfin voilà, du coup, complètement capituler. Ou alors il pourrait très bien faire appel sur ce cas-là, bien évidemment. Je vous invite à suivre Adam Cochrane, qui est extrêmement intéressant et qui a une vision extrêmement intéressante, notamment en ce qui concerne, on va dire, le droit, le on-chain, toutes ces choses-là. C'est vraiment un compte intéressant à suivre. En tout cas, en l'occurrence, beaucoup de choses qui vont se passer entre le 1er et le 4 septembre en ce qui concerne les ETF spot. Et vous voyez que c'est un événement endogène à la crypto qui, lui, peut éventuellement pousser le prix. Il y aura peut-être... Alors, Binance qui apparemment se barre de Russie, enfin en partie, et qui limite les options pour les utilisateurs russes. En ce moment, on voit que Binance est énormément en train de se recentrer. Donc, même chose sur Binance, faites attention. Le fait qu'il y ait des layoffs, ce genre de choses, etc. N'hésitez pas. Vous avez aussi des liens, excusez-moi d'essayer enfin, même n'utilisez pas les liens de la description pour aller acheter un ledger, mais achetez un ledger et dérisquez-vous sur si c'est pas vos clés, c'est pas vos cryptos. Mais utilisez quand même le lien de la chaîne si jamais ça vous intéresse. Ensuite, les futurs très peu changés avec un 3e jour de gain sur Wall Street. Ici, aujourd'hui, il y aura peut-être 2 vidéos aujourd'hui. Si ça bouge un petit peu, j'en ferai une deuxième. Le rapport ADP qui va être relativement important. Le rapport ADP, c'est pas la vision du gouvernement, c'est pas les chiffres officiels, mais c'est des tas de gens. ADP, c'est une boîte et ils appellent des entreprises pour leur demander s'ils ont embauché ou pas ce mois-ci. À partir de là, ils font une moyenne à partir d'un gros panel où ils ont appelé. Et puis, quand je dis ils appellent, c'était à l'ancienne. Maintenant, je suppose que c'est fait via des formulaires. Mais du coup, ici, on a déjà quand même une première estimation de ce que pourra nous donner éventuellement les chiffres de vendredi en ce qui concerne l'emploi. En ce moment, soyez extrêmement focusés sur les news sur l'emploi. C'est la dernière news qui nous manque. Il y a 2 choses qui nous manquent pour que la Fed fasse réellement une pause, voire descendre ses taux d'intérêt, ce qui serait une très bonne chose pour Bitcoin, puisque ça emmènerait de la liquidité sur le marché. La première chose, c'est l'emploi. Il faut que le marché de l'emploi se détende, à minima 4% de chômage, 4,5 peut-être. En tout cas, il faut qu'on voit quelque chose qui se détend de ce côté-là, parce que c'est trop tendu. Deuxième chose, c'est également, et ça j'en suis relativement convaincu, tout ce qui est non-housing services. Non-housing services, c'est tout finalement les services qui ne sont pas liés à l'hébergement. Powell va énormément regarder ça, donc nous aussi. Je ferai la vidéo sur l'inflation dès qu'on sera le 1er septembre, ou je la ferai peut-être demain, puisqu'il restera qu'un seul jour en août, c'est-à-dire qu'on va ensemble essayer d'appréhender quel pourrait être le CPI du 12, donc du mois d'août dans sa globalité, du 12 septembre du coup, ou je crois qu'il sort le 10, enfin voilà, du 10-12 septembre par là. On aura aussi le PCI, ça j'en ai déjà parlé, et ça sera pour jeudi. Le S&P 500 et le cuivre qui ne bougent plus ensemble, et c'est la première fois depuis 2019. J'ai envie de dire qu'on s'en fout un petit peu, mais ça viendra, vous le verrez, dans notre analyse de l'inflation également. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On va aller faire la liquidité. J'en profite encore une fois. Faites-le vraiment. Mettez un like sur cette vidéo si jamais le contenu vous plaît. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, cloche des notifications, et comme ça vous aurez toutes les infos. On a liquidé que du short hier. Qu'est-ce qu'on a eu en liquidation sur les marchés en levier ? On a eu 171 millions. Donc c'est une belle journée, plutôt péchue. On a la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Jusque-là, tout est normal. Des nouveaux un petit peu qui sont rentrés, Cyber notamment, et puis sinon après c'est les anciens qui ont pas mal joué ces derniers temps, à savoir Coinflux, etc. Le carnet d'ordre. Alors, on a traversé un petit peu des ordres à la vente ici. On a été peut-être stoppé par cette barre d'ordre à la vente également vers les 28,2. On a des ordres à l'achat qui se sont faxés entre, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que la news appelle du monde à venir faire de l'achat, et là en l'occurrence 110 bitcoins à 27 000 $ et 90 bitcoins à 26 800 $, c'est pas énorme non plus, hein. Il faudra un petit peu de momentum pour aller au travers. 228 bitcoins à 26 000 $.
Les marchés en levier, vous voyez qu'on a traversé celui-ci qu'on avait mis hier et qui risquait également d'être pris. Alors personnellement, j'aurais tendance à le décaler tout en haut, ici, et à le garder en 2 pixels, parce que vous le voyez ici, on a continué de prendre du contrat et on a continué à baisser en funding. Ça veut dire qu'on est shorté ici sur cette zone. On peut désormais effacer tous ceux-là qui ont été pris et on peut effacer celui-ci qui a été pris également. Et puis derrière on se base sur du long, vous le voyez, long qu'on essaye de liquider au fur et à mesure là de cette descente. Tous les longs retardataires ici sont un petit peu punis. J'ai un tout petit peu de short ici, mais j'ai plus l'impression que c'est un drop de long là ici, hein, c'est sur ce drop là, donc pour moi on rajoute pas un point et on commence réellement à être longué à partir de là. Et puis là vous voyez que le nombre de contrats est plutôt à la diminution, gros long ici également. Ici on continue à être longué, donc on accumule du long ici sur la structure, donc bien évidemment ici on aura un point à venir chercher par là. On a un prix qui descend et un funding qui monte, donc c'est un niveau substantiel. Peut-être qu'on est déjà en train d'aller le prendre, c'est pour ça que je le garde en 2 pixels. Après, qu'est-ce que j'ai une latéralisation du prix, latéralisation du funding et latéralisation du nombre de contrats en circulation, à savoir l'open interest. Donc voilà, on va garder ces 2 niveaux-là. Malheureusement, c'est de la price action, on a le haut et le bas, donc c'est pas extrêmement intéressant. Moi, j'aime bien quand on a un petit peu des niveaux au milieu, etc., des choses comme ça. Mais force est de constater que on reste un petit peu dans... Soit on va sous la structure, soit on va au-dessus. Ethereum, eh bien, on l'avait pas analysé hier soir après le pump. C'est un petit peu la même chose que Bitcoin. On peut vraiment ici lui décerner un petit point de short, notamment pour le coup sur Ethereum. Il est légèrement plus bas, il est ici, et ça reste du 2 pixels pour moi également. Tout ça a été pris, ça aussi, ça non. Vous voyez qu'il reste un petit quelque chose en bas. Derrière, descente des contrats également, on liquide là plutôt du long, mais j'ai quand même du long qui rentre en face. Malgré des liquidations de long, vous voyez que le funding augmente. Ici, on devrait avoir un funding qui diminue encore plus, et en fait, il augmente. Donc on peut vraiment estimer ici également qu'on a un point de long à venir prendre. D'ailleurs, il vient d'être pris à l'instant. Sur Ether, néanmoins, on va peut-être le décaler, on va voir ça. Donc la augmentation des contrats, etc. sur une latéralisation du prix, donc on l'a dit, on a du long. Ensuite ici on a très légèrement du short sur le haut de la structure. On peut peut-être mettre un niveau entrétillé sur du short ici, mais c'est pas flagrant, hein, sincèrement. Comme ça, et est-ce qu'on décale ce niveau-là ici ou pas? Oui, on a quand même pas mal de long qui est rentré là ici, donc oui, on peut estimer que... Voilà, il est quand même déjà passé sous la structure, donc ce qu'on va faire sur Ether, c'est qu'on va mettre celui-là en 1 pixel et plus en 2 pixels. Sous-entendu, ça n'est plus une anomalie de funding. Et pourquoi il me propose pas de... Ça commence vraiment à m'énerver. Sauvegarder une mise en page, alors... Bon, peut-être qu'il est en autosave, je sais pas. Bon, on se rappellera de ça, hein, on fait une photo mentale pour demain si jamais ça n'est pas sauvé. Ici, attention, parce que on voit que effectivement on a une belle ribambelle. Alors on a short squeezé, hein, c'est ce que je vous expliquais hier, on était shorté tout le long de la montée, et c'est ça qu'on est venu chercher encore en plus, vous voyez. Si je zoome un petit peu, il y avait du short ici à venir prendre et on est venu le chercher. On a une belle boîte de liquidité ici qui se situerait à ce stade à peu près au 28,4. Ma target, je le rappelle, moi, elle est à 28,5. Et on a une jolie poche de liquidité en bas qui pourrait nous dire, en fait, on va revenir revisiter d'abord les 26,8, éventuellement en donnant raison à une partie de ces shorters-là, parce que là, il y a de la grosse position. Vous voyez que c'est de la grosse bulle, de la grosse position. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'argent pour repousser ici ? Question qu'on peut se poser, hein, puisque la liquidité n'est pas en soi une baguette magique. Hein. Il faut comprendre ici que parfois, vous voyez les trucs pumper, alors que vous avez une somme inquantifiable de pump en haut. Mais le problème, c'est quand est-ce que ces mecs-là ont pris profit et auront pris profit. Probablement qu'une certaine partie ici, notamment cette grosse position-là, a déjà pris profit. C'était quand même un joli push. Et en l'occurrence, quand vous avez 420 millions de dollars en levier, je pense pas que vous traîniez trop dans la zone. Mais en tout cas, très senti de ce côté-là, etc. La question ici qu'on a, c'est quel est le momentum de cette news et quelle va être la continuation la semaine prochaine, bien évidemment. Si jamais la semaine prochaine on a des acceptations de TF Spot, comprenez bien que il y aura probablement une jambe haussière et ensuite un sell de news probablement ou quelque chose comme ça où on va profiter d'une jambe haussière pour distribuer du côté des gens qui ne tradaient que cette news. Acceptation de l'ETF Spot, je passe mon trade et puis je sors.
Donc ici, vous comprenez qu'il va y avoir, ça va être un petit peu chaotique. S'il y a refus, bien évidemment, ben, ça va être tout de suite, je prends mon pognon là où il est, etc. et je sors. Sur Ether, vous voyez que le delta aussi est passé en extrêmement positif, 4,12 milliards en position en dessous, mais on n'a pas eu ce qu'on aurait pu avoir, c'est-à-dire un pump and dump. Donc il y a peut-être une forme de protection ici de ça pourrait pousser un tout petit peu plus haut, c'est ça que je veux dire, y compris même sur la journée d'aujourd'hui. Maintenant, il est possible aussi qu'on se retourne et que ça redescende. 12 milliards sur Bitcoin, c'est pas non plus incroyable, hein. Comprenez que 10-12 milliards, bon, c'est relativement, c'est pas acceptable, c'est beaucoup. Mais il faut voir ici la price action et la réaction, comment le prix réagit. Sur le rapport ADP, par exemple, on pourrait avoir une news catalysante à la hausse ou à la baisse. On est plutôt shorté sur les dernières 12 heures, donc ça c'est intéressant. Et là on a 27,8 et 28,4 en point de short sur les 12 dernières heures, donc ça c'est intéressant aussi. Et sur les boîtes de liquidité toujours, ben, on voit cette très grosse boîte de liquidité dorénavant, donc c'est celle qu'on a en dessous du prix et qu'on a gardée. On n'est pas encore dans le jaune ici au-dessous, et on a une belle boîte de short dorénavant qui se trouve de 28,3 à 28,6. On va la noter sur la chart d'ailleurs, on va aller ici, on va faire ça. On va faire ça, pardon, ça, et on a dit 28,3 à 28,6. Donc voilà, on est à peu près comme ceci. Donc est-ce qu'on vient prendre cette dernière boîte sur le momentum de la bonne news, ou alors est-ce qu'on redescend en bas, est-ce qu'on passe même sous la structure, est-ce qu'on vient prendre toute la liquidité qui s'est retrouvée en haut, est-ce que tous les mecs là sont en train de distribuer, et c'est pour ça qu'on a une forte baisse du funding sur le moment où tout simplement le prix push? Des questions qu'on peut évidemment se poser. En tout cas, si vous étiez dans ce trade, vous devriez déjà quand même vous dérisquer pas mal. Voilà. On construit également de la liquidité au milieu. Vous voyez que c'est pas jaune, donc pour le moment je l'appelle pas ça une boîte de liquidité. Par contre, cette liquidité là, elle est fraîche. Et si on revenait à 26,3, on prendrait de la liquidité qui est très fraîche. Ici également, vous comprendrez que à 28,6, la liquidité est fraîche également, hein. Elle est plus fraîche que comment on dit, il n'y a pas une pub qui dit plus frais que frais, ou je sais plus. Bon bah voilà, c'est pas grave. 12 heures. Ethereum. On est plus longué que shorté du coup sur Ethereum, hein, on peut le voir comme ça. 7 jours sur Ethereum. Eh bien, on a bien short squeezé ce qu'il y avait en haut. On a construit une box aussi jusqu'au 1005, mais ça on en avait déjà parlé. Et j'ai parlé tout à l'heure des 1810 pour éventuellement être pris à la hausse. Je suis malheureusement plus en trade sur Ethereum. J'avais ouvert un trade sur lequel, et malheureusement, je me suis fait sortir. Et j'ai pas rouvert. Je suis resté focus sur Bitcoin dernièrement. Maintenant, je trouve qu'Ethereum a encore des belles prédispositions pour éventuellement nous donner quelque chose de sympa. Mais bon, pour le moment, je me concentre sur BTC. J'ouvre des petits trades sur des altcoins aussi, mais c'est vraiment sporadique. Et personnellement, j'ai plus tendance à trader les choses qui sont très liquides. Donc, bien évidemment, pour moi, Bitcoin et Ethereum sont principalement les deux choses que je vais trader à peu près 80 voire 90% du temps. Donc voilà, alors on va faire la conclusion de cette vidéo en ce qui concerne les petites time frames. Petite time frame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, on est sur une structure plutôt bullish, distribution cassée retestée ici, on ne sait pas trop où ça va pour le moment. On va noter également le bas de cette distribution ici, comme ceci. Est-ce qu'on est dans un biseau peut-être? Vous le voyez là, ici, avec une... On va y arriver. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc venir chercher peut-être, on avait dit 26,8 potentiellement. Et on a 26,3 également en liquidité, qui est en fait le point, le fair value gap qui a donné naissance à ce push-là, qui serait potentiellement des bons points d'entrée si jamais vous n'êtes pas dans ce mouvement. Donc je vous ai parlé de quoi? Oui, bon, il y a le point actuel qui pourrait être un niveau qui tient. Il y a 26,8 si jamais on fait cette cinquième jambe, et 26,3 qui est tout simplement l'endroit où on a lancé le mouvement. Vous voyez la vallée qui est là. La vallée est censée protéger le range précédent, donc ça pourrait également être une chose intéressante. Maintenant, si on pousse à partir de maintenant, c'est-à-dire que ce niveau-là tient, vous avez comme target ici les 28,2, le haut de la structure, hein, tout simplement, le fait qu'on short squeeze tous les stop shorters qui sont ici, et les prix de liquidation, etc. Et donc si on va aux liquidations, c'est-à-dire si on va chercher au-dessus de la structure pour chercher les liquidations, par exemple des leviers x100 ou des leviers x50, on peut compter entre 0,60 et 1,20 au-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous êtes liquidé, en général, vous avez 0,60 ici qui pourrait nous donner
28,3 pour les premiers entrants en short, hein, on va dire ça comme ça, et 1,2 au-dessus, ça s'alignerait plutôt pas mal avec ma target des 28,5. Voilà, vous avez un peu toutes les clés là ici de la maison maintenant, enfin de la voiture même. Vous avez le permis, enfin en tout cas pour certains le permis, pour d'autres la conduite accompagnée et pour d'autres la voiture sans permis. En tout cas, vous avez ici les clés du véhicule. Je vous laisse ici vous faire votre propre idée. Vous devez avoir votre propre idée, vous devez avoir vos propres notions, vous devez avoir vos propres scénarios. Vous avez vu que on a de la liquidité ici, on va mettre même une boîte entière ici, mais très peu opaque. Elle n'est pas, il n'y a pas beaucoup de choses ici, hein, mais c'est frais par contre, c'est très frais. Ici, on va mettre une petite boîte comme ça en liquidité, histoire d'avoir quand même une idée que sur ce pump, on a du monde qui est rentré. Est-ce qu'ils ont l'argent? Est-ce que c'est eux qui ont aussi repoussé ici? Est-ce qu'ils ont augmenté leur position sur ce pump ici? Est-ce qu'on peut push plus loin? Personnellement, moi, sur le trade dans lequel je suis actuellement, j'ai carrément un runner qui va à 32. Et derrière, je pense qu'on aura les occasions pour éventuellement re-rentrer si on passait au-dessus de la structure. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On n'a pas vraiment rejoint des choses incroyables ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que moi, je reste dans mon best case scénario, c'est-à-dire on se fait repousser par les 29 ici et éventuellement on revient prendre toute cette liquidité-là pour le coup. Et avec un plus bas autour des 23. Parce que la price action peut potentiellement me dire ça. Maintenant également, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est peut-être en train de se passer, c'est que vous avez le haut, la distribution qui est celle-ci, là, ici en haut. Wow, je l'ai super bien dessiné. Nous donne aussi 29 potentiellement. En tout cas, si on y va dans cette, enfin. Pour demain, peut potentiellement nous donner 29 ici. Donc, est-ce qu'on n'est pas ici dans un élargissement descendant avec une 2, une 3 qui dévie, une 4 ici en haut qui dévie, donc je veux dire qui fait sa mèche. Vous voyez que ça, là pour l'instant, on n'a qu'une mèche en dessous, et un retour au 23 ensuite. Ça serait, pour le moment, mon nouveau best guess sur cette structure-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidité si on veut quand même repartir en haut. Élargissement ascendant, si après on le recasse, vous voyez que ça fait une sacrée amplitude hein, là. Si après on le recasse, on peut aussi sur un élargissement faire une rotation partielle, c'est assez fréquent. Un élargissement sur deux qui fait une rotation partielle, c'est-à-dire qui ne donne pas ici totalement sa vague 5 et qui fait une rotation partielle au milieu. En général, quand même assez souvent, ça se fait sous le point 4, comme ceci, voilà. En tout cas, j'aurais tendance à dire qu'au vu de la liquidité, ça pourrait donner ça. On a encore du résiduel également, probablement, dans cette zone. Dans cette zone, on avait identifié pas mal de liquidité. On l'a vu en monthly d'ailleurs hier, je crois, ou sur la chart, où effectivement, on a vu de la liquidité ici dans cette zone-là. Donc ça peut être aussi un truc qui push et qui va chercher effectivement ces 32. Il faut avoir ici une idée d'ouverture un petit peu à tout. Si jamais les ETF sont repoussés, etc., sincèrement, on peut tout de suite voir, sans être Nostradamus, que on s'inscrirait dans un long range un petit peu chiant là-dedans, mais rémunérateur, puisque l'amplitude du range, elle est vraiment belle. Donc ça, c'est une possibilité aussi, c'est-à-dire que, pour le coup, si on arrivait ici au 32, et moi j'aurais même dit 35 comme borne haute éventuellement, c'est-à-dire quelque part par ici, si jamais on pousse ici et qu'on vient chercher carrément, imaginons que c'est la fête de l'ETF et compagnie, etc., et bien on revient chercher ici cette zone-là, ça nous donne à peu près 35, et j'aurais tendance à dire qu'après on s'inscrirait dans un range entre 25 et 32. Ça c'est une possibilité qui existe vraiment aussi, donc on la regarde, et si jamais on la voit arriver, au moins on aura estimé que c'est une possibilité qu'elle arrive et que du coup, en fonction des réactions, au-dessus des 35, etc., il y a des choses intéressantes à regarder. Moi, ce que je regarde maintenant, en tout cas ce qui m'intéresserait pour du short, c'est de voir qu'on vient de prendre la liquidité qui est là. Ici, pile poil à 30 400, et j'aurais même tendance à dire que déjà à 30 100, hein, par là, alors là oui on a les prix Bybit là, donc c'est bien, par ici, si là on a une prise de liquidité au-dessus, mais que ça fait qu'une mèche, c'est-à-dire que tout de suite on se fait repousser violemment, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça veut dire que ici on est extrêmement bien défendu, hein, donc là. Ça veut dire également que ceux qui auront shorté 29, toutes les structures avant, etc., se feront dégager sur cette prise de liquidité là. Ça veut dire que en weekly, finalement, on est venu chercher à peu près les endroits où tout le monde était un peu, où on voulait débloquer des choses, voilà. Et là, vous comprenez que quand je dis ça, je suis extrêmement haussier. Hein. Et donc ça veut dire qu'on a aussi nettoyé une partie de la liquidité qui est là, mais que les gens qui avaient l'argent ici
protègent leur position, d'accord, qu'ils ont des points de rachat qui sont déjà prêts pour protéger et décaler leur propre box au-dessus de ça. Et si eux, ils ont l'argent et qu'ils protègent, ça veut dire qu'ils ont l'argent pour derrière repousser violemment. Donc, c'est la réaction qu'on va regarder ici, c'est-à-dire si on a, et on va la laisser se faire, on va pas ici mettre des points pour l'instant en limite pour rentrer sur 32 ou quoi que ce soit, on va aller voir la réaction. Si derrière là, ça fait une belle mèche, c'est un très très beau signal pour shorter. Sur quoi on rentrera? On rentrera sur le fait que beaucoup vont rentrer sur ce point-là, d'accord? Donc on rentrera, nous, sur la prise de liquidité de la prise de liquidité, d'accord? Les shorts qui seront rentrés sur la réaction. Donc en l'occurrence, typiquement, c'est ce que ça nous avait donné ici. On a eu une très belle... C'est le même chose en sens inverse, hein, sincèrement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, belle prise de liquidité là, on se dit, oula, attention, oui, il y a une forme de réaction là, qu'est-ce qui se passe? Après, ensuite, on vient chercher une partie des retardataires, donc finalement, on s'inscrit dans cette mèche-là, hein, notre entrée s'inscrit dans cette mèche-là, c'est exactement ce que j'ai fait moi sur ce trade. Ma toute première entrée, elle était à peu près vers 25,6, donc quelque part par ici, voilà, quelque part par là, on va dire, à peu près. Et on s'inscrit dans la réaction, c'est-à-dire la sortie des retardataires pour finalement venir aller dans le sens de ceux qui ont le pognon et qui nous ont montré qu'ils l'avaient dans cette zone-là. Donc voilà ce que je dirais rechercher en haut pour vraiment chercher du short. Ça peut se faire à 29, mais personnellement, ça serait extrêmement joli si ça se faisait dans cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'on la traverse, on sort la liquidité de ceux qui n'ont pas l'argent pour suivre, et derrière, les autres défendent leur position. Ils rachètent en fait et ils défendent leur liquidation qui est là en rachetant systématiquement. On avait un carnet d'ordre ici qui était finalement plein, c'est ça qui crée la mèche. La mèche est créée, ensuite on attend la réaction. Bon bah voilà, je l'ai déjà dit une fois, je vais pas le faire deux fois, c'est pas la peine de... voilà, c'est des méthodes de trading qui s'apparentent à du SFP, ICT, SMC, mais c'est aussi, ça va tout à fait dans le sens de tout ce qui est chartisme, aller liquider tout simplement les positions shorteuses qui se trouvent au-dessus, etc. Et ça j'en ai parlé hier sur le Discord, mais moi personnellement, je vois pas... Il y a plutôt des critères différents pour moi dans chaque méthode et chaque système de trading, mais chaque système de trading est intéressant en fonction du moment, de la question. La question ici, c'est de aller dans la boîte à outils et choisir le bon outil, tout simplement, en fonction du moment. Personnellement, dans un marché très directionnel, je vais avoir tendance à privilégier le chartisme, à aller chercher vraiment des targets chartistes, etc. Dans un marché qui n'est pas du tout directionnel, et un petit peu comme en ce moment où on a quand même une volatilité qui est un peu éclatée au sol, et en ce moment vous voyez effectivement des belles bougies, etc. Mais finalement on est dans rien d'autre qu'un range entre 25 et 30 peut-être, duquel là on est en train de se battre avec la zone de contrôle, le mid-range, voilà. Mais en tout cas... Oui, bah voilà, ça c'est des méthodes où plutôt j'irai chercher effectivement du SFP, du swing failure pattern, du SMC, du ICT, ce genre de choses-là, aller chercher des gaps, essayer de comprendre où est la liquidité, où sont les prises de liquidité, etc. En ce moment, on est sur un marché très drivé par la liquidité, donc j'ai plutôt tendance à privilégier ce type de méthode-là sur le chartisme, mais pour moi c'est totalement complémentaire et ça fonctionne totalement ensemble. L'héliotisme également, voilà, là l'héliotisme, un héliotiste il pourra vous dire, on est soit dans une regular flat, soit dans ici finalement une expanding et on va aller plus bas, c'est-à-dire et là moi ce que j'aurais tendance à commencer à réfléchir c'est effectivement le scénario de l'expanding, c'est-à-dire on est en train de faire la baie de ce mouvement et derrière on va torcher plus bas. Maintenant, pour l'instant, encore tôt pour en parler, on va voir comment tout ça se déroule, ce que le prix a à nous dire entre temps, et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. J'espère que c'était pas trop, je vous ai pas trop embrouillé le cerveau avec toutes ces différentes choses. La question du jour, elle va être sur votre capacité de concentration. Tiens, justement, est-ce que vous êtes capable de vous concentrer 38 minutes ou alors est-ce que vous êtes plutôt sur des périodes de concentration d'une vingtaine de minutes? Il paraît que la concentration dure 35 minutes. C'est ce que j'avais vu sur des grosses études qui ont été faites sur des étudiants, etc., ce genre de choses, et qu'au bout de 35 minutes, finalement, on part dans autre chose, etc., et qu'il vaut mieux faire une pause, aller faire un peu de sport, et puis finalement revenir à son modèle basique. Donc ça serait assez bizarre quand les gens vont travailler, effectivement, mais une pause toutes les 35 minutes, finalement, améliore la productivité. En tout cas, c'est ce que j'avais vu, et dans le travail, et dans les études. Portez-vous bien, à demain, merci pour votre bienveillance, encore une fois, et on se retrouve demain, ciao.